Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI. On l'a dit à l'instant, 1 mois et demi de combat entre l'armée du général Al-Bourhan, le dirigeant de facto du Soudan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Daglodi Hemeti, son ex-adjoint devenu son rival. Qu'est-ce que ça veut dire de prolonger une trêve qui n'est de toute façon pas respectée ? Ça veut dire que les médiateurs essayent autant qu'ils peuvent, mais évidemment ils n'y arrivent pas. On est à la 7e ou à la 8e trêve qui est violée. Et donc, ils essayent de convaincre les deux parties, mais on est vraiment dans le temps des armes en ce moment. Et donc on est encore, je pense, très loin d'une accalmie des combats à Khartoum. Pourquoi on se bat précisément, concrètement, à Khartoum ? Parce que c'est la capitale et qu'il s'agit depuis le début de prendre le pouvoir. Pour les deux protagonistes, les généraux Hemeti et Al-Bourhan, il s'agit de prendre le pouvoir, donc de prendre la capitale. Le combat a commencé d'ailleurs à Khartoum par apparemment une attaque des FSR de Hemeti contre la résidence de Al-Bourhan et le quartier général de l'armée. Donc il s'agissait de prendre le centre du pouvoir. Et c'est pour ça que ces combats ont commencé à Khartoum, mais qu'ils résonnent aussi dans le reste du pays. Et on voit notamment au Darfour les combats se multiplier également. Et à l'heure où l'on se parle, après 1 mois et demi de combat, le rapport de force reste équilibré, si j'ose dire ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pendant les années précédentes, depuis qu'ils ont organisé ensemble le putsch de 2021, ils ont tous les deux bâti un appareil militaire très important. Ils ont des stocks d'armes très importants. Les FSR sont évalués entre 80 et 100 000 hommes, donc c'est énorme. Et donc, ils ont en effet les moyens de continuer le combat actuellement, et sans doute pour longtemps. Les combattants, à l'heure où l'on se parle, sont exclusivement, si j'ose dire, militaires et paramilitaires, ou petit à petit, on voit que commencent à s'enrôler dans ce duel pour le pouvoir d'autres protagonistes. Oui, tout à fait. On a vu ces derniers jours que l'armée appelle à mobiliser les réservistes et même les retraités de l'armée, ce qui est évidemment un signe très préoccupant. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de forces miliciennes au Soudan, dans les différentes périphéries, et que certaines d'entre elles sont en train de se positionner pour ou contre un camp. Et donc, par exemple, on a vu que des communautés, des groupes dans l'est du pays sont plutôt favorables à l'armée, tandis que dans l'ouest du Darfour, on a vu, par exemple, le leader des Miseria prendre position pour Hemeti. Et donc, avec ces communautés, il y a souvent des milices armées. Il y a beaucoup d'armes en circulation au Soudan. Et on voit en effet un certain nombre de groupes miliciens se positionner. On voit d'autres communautés, par contre, prendre des actes de neutralité, comme au sud Darfour, où là, les leaders communautaires ont déclaré qu'ils resteraient neutres entre les deux camps. Et alors, est-ce que ça fait glisser vers un risque de guerre civile ? Oui, tout à fait. La grande inquiétude actuellement avec ce conflit au Soudan, c'est une fragmentation du pays. Premièrement, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'armes en circulation, il y a beaucoup de périphéries qui sont aussi dans des logiques centrifuges, où il y a des demandes d'autonomie très fortes, que ce soit au Kordofan, au Darfour, etc. Il y a en effet, après, l'idée que en s'alliant avec l'un ou l'autre, en fonction de celui qu'on espère voir gagner, on obtiendra après la guerre des gains financiers ou politiques divers et variés. Donc il y a dans ce type de... Et en plus, le Soudan est un très grand pays. Donc il y a vraiment un risque de fragmentation si le conflit dure, avec deux camps et une division du territoire, comme on a pu le voir dans d'autres conflits. Quel rôle jouent les anciens du régime de Béchir, dont certains d'ailleurs ont pu s'échapper des prisons dans lesquelles ils étaient retenus à la faveur des combats, notamment à Khartoum ? Oui, tout à fait. Un certain nombre de dignitaires de l'ancien régime d'Al-Béchir étaient en prison. Et donc, ils ont pu s'échapper. La communication de Hemeti insiste beaucoup sur les liens qui sont réels, d'ailleurs, entre l'armée et le parti islamiste.
Et ça, c'est en effet une réalité. Alors, beaucoup de gens estiment que les islamistes jouent un jeu trouble, qu'ils ont peut-être tiré les ficelles de cet affrontement, etc. Pour revenir au pouvoir. Pour revenir au pouvoir. Alors, c'est leur donner peut-être beaucoup de crédit. Mais en tout cas, ils sont un des éléments du paysage politico-militaire du Soudan. Et en effet, l'armée et ce mouvement islamiste ont été proches pendant longtemps. D'ailleurs, on sait où est l'ancien dirigeant soudanais ? Personnellement, je ne le sais pas. Mais il est toujours au Soudan. Il est toujours au Soudan. Non, mais des informations disaient qu'il lui-même s'était aussi peut-être échappé de sa détention. Pourquoi est-ce que l'ONU est à ce point inaudible au Soudan ? L'ONU est inaudible au Soudan parce qu'elle est inaudible partout. Actuellement, le Conseil de sécurité ne fonctionne plus. Il est complètement paralysé par la nouvelle... on peut appeler ça la guerre en Ukraine, mais moi j'appellerais ça plutôt la nouvelle guerre froide. Et donc, il ne peut pas y avoir d'entente des membres permanents du Conseil de sécurité sur quasiment aucun dossier, donc sur celui-là aussi. D'autant plus qu'il y a des alliances régionales et extra-régionales de Hemeti et de Al-Bourhan qui sont antagonistes. Oui, le Soudan fait partie des pays africains où la Russie a tenté de développer une influence croissante, notamment sur le plan militaire et sécuritaire. Ces affrontements-là ne font pas vraiment les affaires de Moscou pour autant. On va voir. C'est vrai que Moscou avait utilisé le Soudan comme une plateforme logistique pour ses opérations dans le reste de l'Afrique. Et donc là, avec le conflit, ça déstabilise cette logistique, ça c'est clair. En même temps, leur allié, c'est Hemeti au Soudan, clairement, même s'il y avait aussi un certain nombre de liens avec l'armée soudanaise. Et par conséquent, s'ils venaient à prendre le pouvoir, à gagner cette guerre et à prendre le pouvoir, ça arrangerait évidemment beaucoup les affaires de Moscou dans la région. Est-ce qu'on pourrait dire, et vous l'avez évoqué à l'instant, précisément que le Soudan est aussi le théâtre d'une bataille à distance entre la Russie et les États-Unis ? Oui, mais c'est aussi et surtout une bataille qui implique beaucoup d'États du Moyen-Orient. Et comme le Soudan est à la confluence de l'Afrique et du Moyen-Orient, il y a aussi d'autres acteurs. Il faut bien voir que Hemeti a tissé un réseau d'alliances très important. Du côté d'Al-Bourhan, il est très proche de l'Égypte. L'armée soudanaise est très proche de l'Égypte. Hemeti a noué des relations avec les Émirats, avec Israël, avec l'Arabie saoudite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que les discussions se tiennent à Jeddah. Et donc, on voit que c'est aussi un conflit régional et qui implique beaucoup de pays du Moyen-Orient, avec en effet des intérêts très croisés, et avec les Émirats qui jouent un rôle assez clé, parce que beaucoup d'acteurs de ce conflit sont liés aux Émirats. Y compris Haftar, qui fait partie aussi en quelque sorte du conflit soudanais, puisqu'il a fourni des armes à Hemeti. Avec un risque donc par ricochet de déstabilisation régionale si le conflit soudanais venait à s'amplifier ? Oui, bien sûr, si on rentre dans un conflit long et qu'on a une fragmentation du pays, il va y avoir en effet des répercussions régionales et sur le Tchad en premier lieu, mais également probablement sur la Libye et d'autres pays. Et c'est vraiment l'inquiétude majeure dans la région actuellement et notamment à l'Union africaine. Dont d'ailleurs le Soudan estime qu'il est l'acteur important, en tout cas l'intermédiaire, disons l'interlocuteur légitime dans cette crise versus l'ONU. 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre en urgence. Il y a eu 1800 morts en un mois et demi de conflit, 1,5 million de déplacés et de réfugiés. L'urgence, elle est là. L'ONU parle d'un risque de famine imminent. C'est ça qui guette ? Oui, tout à fait, parce que c'est un pays qui fait partie du bas du classement des pays pauvres. Premièrement. Deuxièmement, on entre maintenant dans la saison chaude. Donc il va y avoir beaucoup de problèmes d'eau, d'approvisionnement en eau. Et malheureusement, il y a un problème d'accès très important, humanitaire, parce que l'accès aérien est devenu très très compliqué avec les combats à Khartoum. Et par conséquent, la plupart des accès sont terrestres et c'est un immense pays. Donc c'était un pays qui était déjà dans une situation très précaire sur le plan humanitaire avant la guerre. Avec la guerre, c'est évidemment pire.
Et moins la trêve est respectée, plus l'accès devient compliqué. Vous le disiez tout à l'heure, l'heure aujourd'hui au Soudan est celle des armes. Une perspective de réconciliation ou de médiation entre ces deux hommes qui se battent pour le pouvoir à court terme est non réaliste. Oui, tout à fait. Les conditions ne sont pas réunies. Évidemment, tout le monde espère qu'ils vont entendre raison, mais vu qu'ils sont dans une lutte existentielle et qu'il ne peut pas y avoir deux rois à Khartoum, il faut s'attendre à ce que les combats durent. Et malheureusement, la population va en payer le prix et on va voir si à un moment il y a une possibilité pour ouvrir des corridors humanitaires, c'est-à-dire des accès sécurisés pour que l'aide humanitaire puisse parvenir jusqu'à Khartoum. On continue bien sûr à suivre ce qui se passe du côté du Soudan, on ne l'oublie pas. Merci infiniment d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci encore.